Merci Sébastien Chenu d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez? Non, vous êtes venu, mais il y a très vous m'avez longtemps. déjà oublié, mais il y a très longtemps, je suis venu. Non, il y a très longtemps, mais Je suis désolé de ne pas vous avoir marqué. Non, mais alors, moi, physiquement, j'étais bien Justement, j'aurais aimé vous marquer physiquement. Oui, bah, ça, vous m'avez marqué. Bon, vous êtes forcément heureux des résultats de dimanche soir? Je suis heureux, ça donne aussi le sens des responsabilités. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a une connexion avec les Français qui est forte. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose depuis longtemps, nos analyses, nos solutions, j'ai l'impression qu'elles rencontrent aujourd'hui l'adhésion de beaucoup de Français. Je trouve que les Français méritent mieux que les hommes politiques qu'ils ont, méritent mieux le sort qui leur est réservé. Et c'est aussi pour ça que moi je me présente, que mes camarades se présentent et qu'on essaye de bâtir une offre politique pour redresser le pays. Alors justement, Sébastien Chenu, on voit, vous êtes en tête dans les sondages, et il y a plein de gens qui disent... le lendemain du 7 juillet, ce sera Jordan Bardella, donc le Premier ministre, et vous serez peut-être... On parle de vous d'ailleurs dans un ministère, vous savez mieux que moi. Bon, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disent le RN, ça nous fait peur. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? D'abord, je leur dis de nous regarder tels que nous sommes. Ça fait 2 ans qu'il y a 88 députés à l'Assemblée nationale. Ça fait 2 ans qu'on a vu les députés du Rassemblement national dans la réalité de ce qu'ils sont, des hommes et des femmes qui sont souvent d'ailleurs issus du peuple. On a un marin, un prof, une dame qui était agent d'entretien. Ils sont devenus députés et ils ont travaillé sur tous les sujets. Ils apportent des réponses sur tous les sujets. Donc déjà, nous regarder tels que nous sommes. Regardez aussi ce qu'on propose réellement. Ne pas nous combattre sur des fantasmes. C'est normal qu'on soit combattu, qu'il y ait une opposition, des gens qui ne soient pas d'accord avec nous, c'est normal. Mais faites-le par rapport à ce qu'on propose, pas par rapport à des fantasmes, à des dingueries, à des histoires totalement fantasmatiques, à des trucs qui circulent sur les réseaux sociaux. Regardez-nous tels que nous sommes, combattez-nous pour ce que nous proposons et rendez-vous compte que ce que nous proposons, souvent, dans d'autres pays, c'est mis en œuvre et ça marche. Alors, justement, Sébastien Chenu, parce que là, vous dites ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais ils nous manipulent, vous verrez quand ils seront au pouvoir. Il y a ceux qui font peur. Ils se disent, ça va être, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Et il y a ceux qui disent, les gens vont descendre dans la rue parce que le RN est au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Je crois ni l'un ni l'autre. Moi, d'abord, j'ai confiance dans les Français. Je pense que c'est des gens responsables. Je pense que il y a des gens de bonne foi qui peuvent avoir peur. Et c'est normal parce que toute l'année, depuis des années, on leur a dit, regardez, attention, c'est des gens dingues, dangereux, ils n'ont pas de solution, etc. Et puis on voit l'état du pays aujourd'hui. Sauf que l'état du pays, il est géré par des gens qui ne sont pas du Rassemblement national depuis 30, 40 ans. Et on a ça comme résultat. Donc on dit, essayez-nous, regardez objectivement ce qu'on propose. On est des gens plein de bonne volonté, équilibrés. On est pour que la France, évidemment, ait son mot à dire dans le concert de l'Europe et ne soit pas ensevelie. On est, oui, pour la priorité nationale. On pense qu'on doit avoir plus de droits dans notre pays. On est pour le rétablissement de l'autorité, mais on est aussi et surtout pour l'unité du peuple français, quelle que soit la couleur, la religion, l'origine sociale. Il faut unir les Français sur un certain nombre, évidemment, de valeurs qu'on défend. Je crois que c'est qu'est-ce que vous répondez ça nous différencie des autres. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes encore un parti raciste? Je vous pose toutes les questions, Sébastien Chenu, comme ça vous y répondez. Il y a plein de gens qui disent non, j'ai vu plein de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui disent il y aura plus d'immigrés. J'ai vu plein de gens qui disent vous voyez, ça y est, ils vont tous partir quand le RN va arriver. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Vous savez, souvent on nous dit mais est-ce que c'est pas un parti, enfin nos opposants disent est-ce que vous n'êtes pas des racistes, des homophobes, etc. Regardez ce que nous proposons et qui nous sommes. Moi, par exemple, j'ai créé il y a 20 ans Guélib pour défendre le mariage pour tous, avec mes camarades qui aujourd'hui sont députés, Emmanuel Taché de la Pagerie, il y a Jean-Philippe Tanguy, etc. Donc les libertés individuelles, on y est attaché et on ne remettra jamais en cause ça. Regardez là où Marine Le Pen fait ses meilleurs scores à Mayotte, où tous les habitants ou 99% sont de confession musulmane, Français de confession musulmane et souvent de couleur de peau noire. Ils votent tous pour Marine Le Pen. Chez les Harkis, on fait des super scores. Les Harkis sont majoritairement musulmans. Donc nous, on ne voit pas les gens à travers ni leur couleur ni leur religion. On les voit à travers le fait qu'ils soient attachés ou pas à un socle de valeurs qui sont les valeurs de la République française. Donc vous êtes d'accord que l'immigration a fait énormément de bien au pays. Et non, mais à un moment, il y a plein de gens. Moi par exemple, moi, je suis issu d'immigration. Mon père est arrivé de Tunisie, comme je l'ai dit, voilà. Et c'est vrai que il s'est battu pour la France. Il a bossé pour arriver où pour être médecin, Mais je vais vous dire, Cyril,
Donc il y a du bon dans... Non, mais une immigration, il faut qu'elle puisse s'assimiler, et s'assimiler autour d'un projet et de valeurs collectives. C'est-à-dire que lorsqu'on vient dans un pays, il faut avoir la volonté d'en assumer, d'adhérer aux valeurs de ce pays, pas vouloir le faire changer. On ne vient pas pour faire changer le pays qui vous accueille. Et puis aujourd'hui, les capacités assimilatrices de notre pays, c'était longtemps l'armée, c'était l'économie, c'était l'éducation nationale, elles sont totalement ruinées. C'est-à-dire que pour assimiler des gens qui viennent d'ailleurs, il faut en avoir la force. On n'a plus ces forces-là. Moi, j'ai des gens qui attendent des logements. Vous savez que le logement, c'est la priorité principale pour beaucoup de Français. Mais si je dis aux gens qui viennent me voir dans ma circonscription, écoutez, OK, mais vous allez encore, qui attendent depuis 3, 4, 5 ans un logement social, ben vous allez encore attendre 10 ans parce qu'il y a des gens qui arrivent du bout du monde et qui sont prioritaires devant eux. Mais comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas dingues ? Alors, il y a énormément de choses aussi qui circulent sur les réseaux sociaux. Comme ça, ce soir, j'aimerais vraiment que vous répondiez à toutes les questions, Sébastien Chenu. Vous avez vu, il y a ces 4 militants d'ultra-droite qui ont été condamnés après une agression homophobe. L'un d'eux a dit, vous verrez quand Bardella sera au pouvoir et qu'Hitler reviendra. Qu'est-ce que vous dites de ces... J'espère qu'ils vont prendre très très cher. D'accord. Parce que ces gens-là, mais oui, parce que ces gens-là sont des marginaux, sont des extrémistes et qu'on n'a rien de commun avec ces gens-là. J'espère qu'ils vont prendre très très cher. Nous, on veut unir les Français, il y a besoin d'apaiser les Français. Ça fait 7 ans que le président de la République est aux commandes. Il a joué les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, les campagnes contre les villes. Est-ce qu'à un moment on peut faire redescendre la tension, apaiser les gens ? Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut dans notre pays, tout le monde a le droit de s'exprimer. Il y a besoin d'unir les Français. C'est aussi ce qu'on essaye de faire en tendant la main à des gens qui ne sont pas de notre parti politique et qui vont pourtant se lancer avec nous aux élections. On aura Éric Ciotti qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure pour nous en parler. Sébastien Chenu, il y a Gabriel Attal, je l'ai vu ce matin. Enfin, je l'ai écouté, enfin je ne l'ai pas écouté parce que je n'écoute pas cette radio, mais on a entendu parler, j'ai vu ça sur le site de Jean-Marc Morny. J'ai vu qu'il avait dit, il était sur France Inter, il a dit si le Rassemblement National arrive au pouvoir, il n'y aura plus de France Inter. C'est bizarre de dire ça, comme si France Inter lui appartenait. D'ailleurs, enfin, comme si le service public lui appartenait. Mais c'est vrai que lorsqu'on l'a vu débouler sur un plateau télé, c'était un peu comme s'il rentrait chez lui à n'importe quelle heure, sans prévenir. Donc ils ont un peu le sentiment que tout ça, ça leur appartient. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le service public ne répond pas à ses obligations à la fois de neutralité et de diversité des sujets traités, qu'il n'y a pas forcément besoin de garder un service public de l'audiovisuel aussi important pour le service public de l'audiovisuel, pour l'audiovisuel extérieur. Oui, ça c'est intéressant. On peut rappeler que c'est 4 milliards par an. Oui, 3,5 milliards, 4 milliards, c'est ça. Oui. Donc voilà, on peut être un pays moderne. J'en avais parlé ici, ils m'étaient tous tombés dessus. J'avais dit, voilà, non mais en plus j'ai rien contre le service public, j'ai démarré dans le service public. Mais moi, à un moment, en fait j'avais juste posé la question, j'avais dit 4 milliards pour le service public, et je veux bien qu'il y ait un service public, mais il y a énormément quand même de chaînes du service public. Ils sont quand même, c'est eux qui ont le plus gros budget, sachez-le, plus que TF1, plus que tout le monde. Donc voilà, en plus. Avec les impôts des Français. Et en plus, ils ont de la pub. Parce qu'il faut arrêter, ils n'ont pas de pub après 20h, mais ils ont de la pub quand même. Donc le gâteau de la pub, il est compliqué à se partager. Et en plus, donc, le service public, non seulement ils ont 4 milliards à la base, et en plus, ils ont la pub. Et j'ai dit à un moment, il faudra peut-être se poser la question d'enlever 2, 3, je sais pas, 1 ou 2 radios. Et c'est vrai que tout le monde m'était tombé dessus. Mais je posais juste la question aussi parce qu'aujourd'hui, je pense que vu la situation de la France, chaque denier est important. Alors tout le monde me dit oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qui est alloué au ministère de la Culture. Il y a d'autres. À un moment, les mecs, après, je peux me tromper, vous allez me le dire, Sébastien Chenu. Moi, je pense que l'État, c'est une entreprise. Et à un moment, quand tu mets 4 milliards ici, c'est de l'argent que tu ne mettras pas ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas exactement ça. C'est que je pense qu'il y a des gens, notamment dans le service public, qui gèrent une rente sur le dos des Français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur rente ad vitam aeternam. Il ne faut pas que ça bouge parce que c'est leur gagne-pain sur le dos des Français. Et le monde évolue, et la vie évolue. Et à l'heure d'Internet, évidemment, on doit aussi s'adapter parce qu'avant, le service public, c'était pour accéder à des programmes qu'on ne pouvait pas voir sur des grandes chaînes dites commerciales, de l'opéra, du théâtre, que sais-je. Mais aujourd'hui, on peut avoir accès à tout ça. Mais le service public ne se remet pas en question. Donc évidemment, s'il ne se remet pas en question, c'est nous qui allons le remettre en question d'une façon importante. Vous savez, je me suis renseigné. Vous savez combien il faudrait pour que les hôpitaux travaillent dans des conditions, le service hospitalier travaille dans des conditions normales, que les hôpitaux puissent être refaits à peu près, la majorité des hôpitaux. Vous savez combien il faudrait ? Et apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il faudrait 4 milliards. Ouais. Voilà.
Donc, voilà, après, je ne dis pas qu'il faut les prendre là pour les mettre là, mais c'est vrai que 4 milliards, c'est quand même une somme énorme. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas de service public. On a besoin du service public, et je le redis, on a besoin du service public, on a besoin des télévisions dans les régions. C'est extrêmement important. Moi, je suis désolé, France 3 régions, c'est extrêmement important. Et les gens adorent d'ailleurs l'édition régionale qui cartonne tous les soirs, etc. Après, voilà, un moment, il y en a beaucoup, même sur les radios. Il y a énormément de radios. France Inter, c'est comme, ils disent tous que France Inter est premier. Mais France Inter est premier. Écoutez, demain, si vous faites une télévision sans aucune publicité, vous vous rendez compte ce que c'est que la pub à la radio? Aujourd'hui, la pub à la radio, sachez-le, sur une antenne généraliste, ça représente 15 à 20 minutes par heure. Vous vous rendez compte ou pas? Quand vous enlevez ça et que vous mettez du contenu, est-ce que vous vous rendez compte, comme dans les sondages, vous êtes favorisé? C'est quand même... Ça, personne ne le dit, mais excusez-moi de vous dire ça. Alors oui, bien sûr, France Inter est premier, mais s'ils n'étaient pas premiers, il faudrait se poser des questions, justement. Excusez-moi. France Culture, Radio. Oui, Monsieur Chenu, je vous écoute attentivement par rapport justement à ce socle commun, ces valeurs, ce respect, cet ordre et tout ça. Qui est Frédéric Boccaletti dans vos rangs? C'est un député du Rassemblement national, député du Var, qui a très longtemps a été probablement un garçon qui a eu de mauvais penchants quand il était jeune. Et puis, donc comme... les mauvais penchants, dites-le à nos téléspectateurs. Il venait de mouvements qui étaient des mouvements d'extrême droite. Et puis c'est quelqu'un... Il avait fondé une librairie, je crois, qui avait vendait des ouvrages négationnistes. Mais non seulement il a, entre guillemets, fait amende honorable, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont eu des passés dans la vie politique ou médiatique dont ils ne sont pas fiers aujourd'hui. On pourrait faire la liste d'ailleurs de gens très bien et qui ont été ministres et qui ont commencé très très loin sur l'échiquier politique. Donc voilà, je crois que dans la vie, il faut assumer ce qu'on est, ce qu'on a fait à partir du moment où on ne revendique pas avec fierté une erreur de parcours. Frédéric Boccaletti ne revendique pas avec fierté une erreur de parcours d'il y a 30 ans et essayer de le mettre en avant pour finalement dire regardez, il y a lui et donc tout le monde a dû être comme ça. Mais c'est pas anodin, tout le monde n'a pas fondé une librairie pour... Non, mais d'accord, mais je pense pas qu'il... et puis je crois qu'il conteste ça d'ailleurs très nettement. Donc, il a été condamné aussi pour d'autres choses, je crois. Mais en tous les cas, c'est pas... je veux dire, c'est pas honnête parce que derrière, ça sous-entend que le Rassemblement national, ses dirigeants et puis finalement ses électeurs ne sont pas des républicains. Non, les électeurs, j'en ai jamais parlé. Mais les dirigeants et les députés également sont de parfaits républicains. Et vous pourrez regarder aussi ce que Frédéric Boccaletti, tout comme les autres députés, ont proposé depuis 2 ans qu'ils sont élus. C'est impeccable, il n'y a rien à dire. Alors, petite question, Gérald, il y a cette question qui tourne actuellement. C'est la question que tout le monde me pose, que tout le monde pose voilà, sur les réseaux. Pour vous, j'ai envie de savoir, pour vous, Géraldine, qui vous fait le plus peur aujourd'hui, le RN ou la France insoumise ? Alors, moi je trouve que déjà c'est très compliqué aujourd'hui dans la période qui est très très, on va dire, polarisée et très clivante et très très violente. Hein. Oui, c'est hallucinant. Le chef de l'État, en annonçant la dissolution de l'Assemblée, vu les sondages, voilà, là on voit que c'est un clivage... Le truc, c'est qu'on a aujourd'hui une injonction à se positionner par rapport effectivement à soit l'extrême gauche ou soit l'extrême droite, qui d'ailleurs on dit extrême droite, mais aujourd'hui l'extrême droite c'est beaucoup plus qu'un extrême parce que c'est très très gros en fait. En quoi ce que je défends vous paraît-il extrémiste ? Non, c'est justement, c'est juste... on appelle ça... on appelle ça l'extrême. Bizarre de dire ça. Mais moi, encore une fois, une sorte de droite toute, on va dire. Mais voilà. au-delà même de la droite, moi, je ne me sens pas uniquement comme étant un mec de droite. Je pense que j'ai une conscience sociale qui est très affirmée et qui va au-delà de ce que défend, par exemple, la droite classique. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre programme économique, par exemple. Mais sur quoi, par exemple, vous n'êtes pas d'accord ? Par exemple, la retraite, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, vous n'êtes pas pour, lorsqu'on a commencé à 17 ans, on puisse partir... Non, mais on a dit que lorsqu'on a commencé à travailler à 17 ans, on puisse partir à 60 ans. Puis après, de façon progressive, jusqu'à 62 ans. Mais non, mais ça, c'est le cœur, c'est la matrice de notre proposition en matière de retraite. Vous allez augmenter les impôts ou pas ? Ça veut dire quoi, vous allez augmenter les impôts ? Non, mais globalement, est-ce que vous voulez avoir une fiscalité plus importante ? Non, on veut avoir une fiscalité juste, c'est-à-dire qu'on veut des taxes, des surtaxes, des taxes sur les surprofits, parce qu'on considère que lorsqu'une boîte a fait des surprofits qui ne sont pas dus à sa stratégie, elle peut contribuer pour un temps précis un peu plus, puis on veut redonner du pouvoir d'achat, notamment sur les salaires. On va ouvrir, je l'espère, si les Français nous font confiance, une conférence salariale pour augmenter les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. Parce que les Français crèvent d'avoir une fiche de paie à la fin sur laquelle il ne reste plus rien. Donc il y aura un gel des cotisations patronales, c'est-à-dire que vous allez quand même aider... Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre les gens autour de la table pour, d'un côté, gel des cotisations patronales en échange d'une hausse des salaires de 10%. Et voilà ce qu'on propose. Quand vous parlez vous allez taxer les super profits, ça sera quoi ? C'est quoi cette affaire ? C'est une taxe... Des entreprises. J'ai l'impression que ça peut. Non. Si, j'ai l'impression. Je vous donne un exemple. Oui, mais j'ai l'impression que je suis dedans.
Je ne crois pas, en fait. Mais je ne me souviens pas de ce que vous avez fait, par exemple, pendant le Covid. Mais je vous donne un exemple. Les grands distributeurs, pour ne pas donner de marque, les grands hypermarchés, ont fait pendant le Covid des surprofits. Ce n'était pas dû à leur stratégie. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs à ce moment-là. C'est parce qu'il y a eu des conséquences. On a fait fermer les petits commerces. Les Français n'avaient plus que les supermarchés. Ils ont fait des surprofits. On considère que, puisque pendant 2 ans, ils ont fait des surprofits, ils doivent contribuer, peut-être pendant 2 ans aussi, un peu plus. Sébastien Chenu. D'accord, mais ça, c'est ça. Non, parce qu'on dit souvent, c'est vrai qu'on dit souvent, il y a les milliardaires du Covid. Non, mais c'est vrai, avec les millionnaires, et les milliardaires du Covid. ouais. Donc, je comprends mieux le. D'accord, c'est ouais. c'est important, c'est bien. Dans la vie, il y a des gens qui ont besoin de l'aide de l'État. En France, il y a des gens, des structures qui ont besoin de l'aide de l'État. On a besoin de mettre de l'argent dans le service public de la santé. On a besoin de mettre de l'argent dans le service public de la sécurité. Puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'aide de l'État parce qu'ils se débrouillent très bien, parce qu'ils sont de bons entrepreneurs, parce qu'ils font leur argent eux-mêmes, et c'est formidable. Et puis il y en a d'autres qui en font tellement qu'ils peuvent contribuer un peu plus à l'effort national. Je voulais prolonger la question de Géraldine pour que ce soit bien clair, parce que honnêtement, je n'ai pas compris. Et cette réforme a été en défaveur de nombreux Français. Enfin, de nombreux Français étaient contre cette réforme, très largement la réforme des retraites. On leur a demandé de travailler 2 ans de plus. Est-ce que vous abrogez ou pas cette réforme des retraites? On n'a pas compris, il y a des porte-paroles qui se sont contredits toute la semaine. C'est très clair, parce qu'il y a des choses qui sont, j'allais dire, l'urgence. L'urgence, c'est pouvoir d'achat, sécurité, sur lesquels on peut reprendre la main et faire des propositions tout de suite, et on peut voir des résultats concrets assez vite. Et puis il y a les grands chantiers. La réforme des retraites, on la remet, on réouvre immédiatement ce dossier pour abroger cette réforme des retraites et en faire une autre. Donc vous l'abrogez? Et évidemment, on ne veut pas de cette réforme des retraites. Elle a été mal financée, elle a été mal construite, Jordan elle est Bardella dit le rejetée par contraire, les Français. Non, il a dit qu'on faisait les choses. Pas du tout, vous n'avez pas bien écouté Gauthier Lebret. En 2 temps, l'urgence, puis les granns chantiers qui vont prendre plus de temps. C'était pas la priorité. Non, ce qu'il a dit, Jordan Bardella, alors, dites-moi, c'est ce qu'il a dit, après peut-être je dis une connerie, hein, je peux dire. Et Jordan Bardella, apparemment, il a dit, on va s'occuper d'abord des Français, du pouvoir d'achat et des priorités, de l'urgence, et la retraite viendra dans Mais parce que, regardez... Parce qu'il y avait 3 000 milliards de dettes. Regardez, parce que l'urgence, si on vous dit c'est le pouvoir d'achat, par exemple, on peut très facilement annuler les hausses du prix du gaz du mois de juillet. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement en arrivant en responsabilité. La réforme des retraites, excusez-moi, ça prend juste un peu plus de temps quand même, surtout si on veut essayer de faire en sorte que les Français y adhèrent. Donc pourquoi en 3 ans? On peut peut-être le faire en moins, mais ça ne prendra pas 3 semaines, c'est sûr. Sébastien Chenu, si les Français nous regardent là, ils doivent se dire, ouais, mais c'est génial là, tout ce qu'ils disent, le Rassemblement national, on va être augmenté, les patrons, on va payer, on va avoir les... J'ai pas dit les patrons, parce que moi je respecte le chef d'entreprise qui bosse, etc. Et j'ai pas envie de le faire crouler sous les taxes. Non, mais vous avez dit qu'en plus on avait gelé les cotisations pour... En échange d'une hausse de salaire pour les Français qui bossent. Ça c'est génial. Donc pourquoi ils ne le font pas, le gouvernement? Pourquoi ils ne l'ont pas fait tout ça? Souvent parce qu'ils ont un manque de courage. Ce qui était le cas, souvent parce qu'ils ont fait tellement de déficits qu'évidemment ils ont mis le pays tellement dans une sale situation qu'ils ne peuvent plus faire les réformes que nous proposons et ils ne veulent pas s'attaquer au tabou. Par exemple, vous avez parlé de l'audiovisuel public tout à l'heure, c'est un tabou. Ouais. On ne s'attaque pas à ce tabou. Il y a tellement de copains qui sont gavés par le système qu'évidemment on ne s'attaque pas à ça. Nous, ça va, on n'a pas les copains, on n'a pas d'ascenseur à renvoyer. Hein. Nous, on a merci à dire aux Français uniquement. Vous n'avez pas de copains, vous? Pas en tous les cas dans ces gens qui nous mènent une guerre matin, midi et soir. Ouais. Nous, les comptes qu'on doit rendre, c'est aux Français. Mais ce système, c'est là où vous voyez que ce système arrive en bout de course. Ça fait 40 ans que c'est des renvois d'ascenseurs et que c'est les mêmes qui mènent les mêmes politiques. Alors justement, Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous dites aussi au gouvernement qui nous dit le quoi qu'il en coûte, heureusement qu'on l'a fait pendant la crise du Covid, l'Ukraine, on a donné énormément d'argent à l'Ukraine, il y a plein de Français. Et je dis pas que je suis d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux. Il y a plein de Français, moi, qui me disent dans la rue, Cyril, est-ce qu'on avait les moyens d'aider l'Ukraine quand on voit qu'on est dans une mer de noir? Je dis, je peux pas vous répondre. Donc je vous pose la question. Il y a 2 dossiers un peu différents sur le quoi qu'il en coûte et puis l'Ukraine. Le quoi qu'il en coûte, c'est une partie de la dette. C'est pas ce qui fait que la dette a été augmentée de 900 milliards d'euros par ce gouvernement. C'est 200 milliards, je crois. Le problème, c'est que l'État prélève beaucoup, ponctionne beaucoup sur les Français, redistribue mal et ouvre des guichets. Et des guichets, ça coûte cher, c'est-à-dire des chèques. C'est la politique des chèques. Et quand vous faites la politique des chèques, vous ne résolvez rien. Et donc ça a coûté très cher. Parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu faire de réformes structurelles. Nous, on propose, par exemple, une baisse de TVA sur l'alimentaire ou sur les produits de première nécessité. C'est fait en Espagne, c'est fait au Portugal par des gouvernements qui n'ont pas nos options politiques, pour le coup, qui sont des gouvernements de gauche. Et il se trouve que ça a bien fonctionné. Ça a été réélu. Donc, non, c'est pas vrai, ça a été reconduit. Oui, mais au Portugal, ils ont non seulement réussi, mais reconduit cette baisse-là. Donc sur le pouvoir d'achat, voilà un peu la logique. Sur l'Ukraine,
moi je suis pour qu'on aide l'Ukraine, mais à un moment on ne peut pas distribuer l'argent qu'on n'a pas. Et quand je vois ce qui se profile, c'est je ne sais plus combien de milliards ont été injectés, et il faut aider l'Ukraine. On ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme par la Russie, comme n'importe quel pays souverain n'a pas le droit de se faire marcher sur les pieds. Mais à un moment, quand on n'a plus d'argent, eh ben, on trouve à l'aider autrement. On peut accueillir, on l'a vu, des Ukrainiens de façon temporaire. On peut former des hommes ici. Il y a plusieurs façons d'aider un pays qui est en guerre pour l'aider à se défendre. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ouais, leur programme économique, il ne tient pas la route, il est infaisable? Bah souvent, et je crois que notre échange l'a un peu illustré, souvent les gens ont de fausses idées sur notre programme économique. Ils savent pas bien, ils disent ça parce que c'est un truc un peu comme un poncif qu'on entend partout. Et puis quand on gratte, on dit bah finalement leur proposition sur les hausses de salaire en échange du gel de cotisation patronale, elle tient la route. En tous les cas, chez ceux qui sont concernés, les patrons de petites boîtes, de TPE, de PME, ils la plébiscitent. On s'aperçoit que finalement, notre proposition sur les surprofits, elle n'est pas excessive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir pour conséquence de voir les boîtes quitter la France, parce que délocalisées, parce qu'elle va être encadrée sur un temps concret. Et souvent, là encore, c'est un peu des fantasmes nourris, parce qu'il faut bien essayer de nous décrédibiliser. Mais encore une fois, comme on le fait ce soir, bah, on échange sur le fond.